on arrive à la télévision par hasard, à cette époque-là, en 83. Je suis marié avec Cricri, Christiane Scheller, justement. Pas encore d'ailleurs, parce qu'on est marié en 86. Je suis fiancé avec Christiane Scheller, qui part en vacances. Et j'ai plus personne pour la remplacer un soir. Je me souviens le dimanche de 22h à 1h du matin. Il faut que je la remplace et j'ai plus d'animateur, j'ai plus personne. Et j'ai dit à Namias, il faut que j'engage quelqu'un. Il me dit même pas question, il n'y a pas de budget, rien, on n'a pas un rond. Démerde-toi en groupe. Je lui ai dit, je vais aller à l'antenne. J'avais jamais été à l'antenne de ma vie. Et c'est là où j'ai appelé Sam. Je l'ai appelé en lui disant, voilà, est-ce que ça t'amuse de venir avec moi dimanche prochain, c'est peut-être pour un ou deux soirs, faire un show à l'antenne. Je lui ai dit, je te propose, on va faire comme à la maison. Ce qu'on faisait d'habitude, c'était quoi? C'était on se voyait, on dînait, et tout de suite après, c'était on se passait des disques, on écoutait ce qu'on aimait écouter. Et tu connais ça, et on se faisait découvrir des choses comme ça. Et j'ai dit, pourquoi pas? Alors lui ne voulait pas à l'antenne, bien sûr, apparaître en tant qu'Alexandre Marcelin. Vu son physique avantageux, le nom de Groucho est arrivé très rapidement puisqu'il ressemblait beaucoup il ressemble toujours beaucoup à Groucho Marx. Moi, je ne ressemble à aucun des autres, mais je me suis dit, vu mon physique avantageux, je m'appelais Chico. Et très rapidement, comme on n'est pas des grands tristes, on s'est dit Groucho Business, pour le jeu de mots, et Chico d'Agneau. Ça a été un hasard de la rencontre avec Sam où on s'est retrouvés, où on a créé cette émission Montparnasse Graffiti, qui est devenue rapidement la plus grande émission de radio du monde. On est rapidement devenus les plus grands animateurs de radio du monde. Donc on a immédiatement milité à l'antenne. On faisait des appels à Pierre Lescure, en fait, qui venait de créer Canal+. On disait à l'antenne pendant des mois, en disant, Pierre Lescure, si tu nous regardes, engage-nous, maintenant on veut faire de la télé. On est les plus grands animateurs de radio, maintenant on veut faire de la télé. Il n'a jamais répondu. Le seul qui a répondu, parce qu'on l'a invité grâce à Sam un matin, c'est Patrice Blanc-Francard. Et nous, avec un culot pas possible, ça a été... Bon, alors, à quand Groucho et Chico sur Antenne 2? Parce qu'à l'époque, c'était Antenne 2, c'était pas France 2. Il a dit, ah, c'est pas une mauvaise idée, je vais y réfléchir. Et puis très peu de temps après, il nous a contactés. Nous, on voulait faire une émission qui était le pendant télé de ce qu'on faisait en radio, qui était Montparnasse Graffiti. Et en fait, lui, il est arrivé avec pas du tout cette idée-là, en nous disant, moi je vais vous prendre un contre-emploi, j'ai envie de vous faire le top 50. Et on a fait le top 50. C'était d'abord une idée de Blanc-Francard, Patrice Blanc-Francard, qui avait envie de nous faire de la télévision et qui s'est dit on va prendre des gens, mais alors totalement à contre-emploi de l'idée du top 50, c'est-à-dire des gens avec un esprit totalement rock, plutôt farfelu parce qu'on ne donnait pas dans la tristesse, mais plutôt dans le comique. On sortait de l'émission de 95.2 Montparnasse Graffiti. Nous, on avait envie de faire l'équivalent à la télé, mais lui, il s'est dit pas du tout, j'ai une autre idée. Et il nous a réunis un jour avec Gildas, avec Philippe Gildas, qui était d'Europe, que je connaissais moi depuis longtemps, des gens de chez Télé 7 jours, puisque c'était toute la bande de coproduction. Ils ont dit on va faire un petit test avec vous, on va vous mettre devant des caméras et puis on va voir si vous êtes capable de le faire. On a passé un test. Visiblement, ça les a fait marrer. Puis il nous a dit bon, roulez top 50. Nous, on pensait qu'on allait enregistrer l'émission. Pas du tout. On s'est retrouvés donc en 85, je ne sais plus exactement à quelle date. Janvier 85, studio 101 de la Maison de Radio France, en direct dans un théâtre vide. Et on n'avait jamais fait de télévision de notre vie. Des cadreurs et voilà. Alors, rouler petit bolide. Alors moi, je pensais, parce que j'ai revu après l'émission, je pensais que je souriais un maximum. Pas du tout. On était comme ça, tellement on devait un petit peu quand même avoir le traxir. Mais rapidement, en tout cas, moi, enfin toi, tous les deux, oui. On y a pris beaucoup de plaisir, on s'est beaucoup marré. Et c'était très, très agréable à faire. On a pas mal déconné, quoi. C'est-à-dire que nous, on détournait en fait... on faisait des devinettes à la con qu'on aimait bien faire. Là, top 50, groupe classé. Donc nous, on prenait un bonnet, on mettait un M dessus et on présentait le bonnet M. Enfin, tout était prétexte à se marrer, voilà. Et à ne pas prendre les choses au sérieux, tout en le faisant le plus rigoureux possible. Ah, parce oui. qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, non seulement c'était une mécanique, mais on avait une mission, c'était de faire découvrir le classement en priorité et en clair sur quand même Antenne 2, puisque Canal avait très peu de téléspectateurs à l'époque avec Marc Toesca. Marc, si tu nous regardes, c'était codé. Et nous, on était en clair. Et on avait quand même beaucoup plus de monde que lui. Et on est...
notre mission était quand même de faire découvrir le classement officiel des disques et des ventes de disques. Et surtout qu'il est arrivé à un moment donné, enfin ce qui était assez bizarre, c'est que nous, on faisait découvrir le samedi, en début d'après-midi, le top. Canal le faisait découvrir après et encodé. C'est pour ça qu'ils ont arrêté sur Antenne 2 à un moment. On se dit, bon, à un moment, c'est ridicule, il faut le faire sur un seul. Donc, ils l'ont fait avec succès et talent avec Marc pendant des années sur Canal, bien sûr, qui l'a super bien fait. Moi, j'ai un souvenir avec Sloan. C'est Chantal, de son vrai nom. Parce que je t'ai raconté, Jean-Pierre, qu'à un moment donné, je faisais de la production aux éditions Vogue, et j'avais produit avec Guy Matteoni, à l'époque, un groupe qui participait au grand concours de la chanson française, et s'il avait gagné, il aurait représenté la France à l'Eurovision. Le groupe s'appelait le groupe Amour, tu le retrouveras certainement dans les archives, et c'était 3 chanteuses, dont Chantal Richard, qui est devenu par la suite Sloan. Sauf qu'à la fin, il n'y avait pas le bisou, tu comprends, ce qui se faisait quand même sur scène, que j'ai vu dans la tournée H tendre. Si ça, la chanson ne se termine pas avec le baiser tous les deux, il manque quand même quelque chose. Oui, mais bon, c'était quand même ça. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. On se rend compte surtout qu'à l'époque, ça a remis les choses totalement à leur place. C'est-à-dire que nous, gens de radio, comme on faisait une programmation un peu au pif, quoi. On se disait ça marche, ça marche pas. Les chiffres que nous communiquaient les maisons de disques étaient plus ou moins sérieux, effectivement. Donc on n'arrivait pas à avoir des vrais classements. Il y avait les classements du hit parade d'Europe 1, les classements du hit parade d'RTL, qui étaient faits un peu n'importe comment, avec les coups de téléphone des auditeurs. Voilà. Puis tout d'un coup... Des maisons de disques. Des maisons de disques, évidemment. Et tout d'un coup, des artistes. Voilà. Évidemment. Faut le citer personne. Et tout d'un coup, enfin, un classement officiel fait vraiment avec... C'était le Snap à l'époque, très officiel, et tout d'un coup on voit qui vend en France, et on voit que Peter et Sloan sont numéro 1, et on voit qu'un tel est numéro 2, et là ça a remis totalement les choses en place, et ça a été, moi je pense, très bénéfique à ce métier, parce que tout d'un coup on a eu un vrai outil pour faire, nous en tout cas en radio et en télévision, de la vraie programmation, en étant beaucoup plus proche du vrai goût des publics. Souviens-toi, Pierre Lescure, qui à l'époque, quand il avait décidé de faire le top 50, lui il se disait, enfin nous allons avoir un outil pour montrer aux Français que la musique américaine, c'est vraiment cette musique qui marche en France. Et il se l'est pris dans la gueule, puisque en fait, ce qui marchait, c'est Peter et Sloan, c'est les Français, c'est Jeanne Masse. Et de la très bonne variété internationale, mais au moins on avait un vrai classement formidable pour les radios. Et ça représentait le marché, ça représentait les goûts, évidemment. Puis il n'y avait pas d'internet, effectivement. Acheter des disques, la crise du disque commençait à arriver, puisque le CD arrivait à cette époque-là. On est dans les années 83-84. C'est vraiment l'essor du disque. C'est la fin du vinyle, tout doucement, qui commence à s'éteindre, le CD qui arrive, et un pan de l'industrie qui est en train de changer complètement. Ça mute. Ça mute. On est en pleine mutation, le top 50. Moi, alors, je suis sûr qu'il va faire la même réponse. Moi, j'aimais tout. Parce que moi, j'aime la variété. Que ce soit Queen, que ce soit Ray Parker Jr., que ce soit Balavoine, je vois ici Stevie Wonder, ou même des chansons comme Peter et Sloan et Barry Blanc et Barry White qui nous faisaient marrer. Non, moi tout m'allait bien. Moi j'aime bien la variété en général, si elle est bien faite. Bon, il y a des choses qu'on aimait plus ou moins bien, mais c'était un vrai plaisir de le faire. On aime peu de choses obscures finalement. Non, moi j'aime la mélodie, j'aime les choses bien produites, et c'est vrai que c'était vachement agréable à écouter à l'époque. Non, c'était bien. On pouvait écouter ça en écoutant aussi des choses beaucoup plus pointues. On pouvait le soir écouter, je dis n'importe quoi, Gigi Kell à la maison, ce qui ne nous empêchait pas d'écouter Ray Parker Jr. dans la journée. Et c'est pas... la cohabitation est très possible. Il y a une musique qu'on aime bien, qui est entre guillemets moins populaire, qui n'est pas moins facile, mais qui est plus une musique qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle le lounge. C'est-à-dire que Gigi Kell, c'était du fond sonore. On aimait bien parce que ça meublait bien, c'était chouette à écouter, c'est un son qui nous plaisait, etc. C'est un peu ça. Mais le mettre en... Non, en fait, si tu veux, la définition pour moi, c'est moi j'aime bien ce que j'aime. Oui. Non, puis nous, on était des enfants du rock. Et dans le rock, il y a de tout. Hein.
Bill Haley et les Joyeuses Comètes, c'est de la variété, Rock Around the Clock. Hein. C'est pas un truc pour se prendre la tête non plus. Hein. Ça aurait pu être dans le top 50 de l'époque. Voilà, ça l'était, mais c'est la musique de danse, la musique joyeuse. Et les enfants du rock sont sensibles à ça, quoi. Oui. On nous dit c'est fini au bout de 13 émissions. Ouais. Voilà. C'est-à-dire c'est janvier, février, mars. Voilà. Avril, il n'y a plus d'émissions. Ah, et on se demande pourquoi. Ah bah parce que c'est comme ça. Alors on continue à faire de la radio. Déjà. Avec grand bonheur, hein, toujours. Et puis on se voit avec Blanc-Francard qui nous dit, bah écoutez... Qui lâche pas l'affaire. Qui lâche pas l'affaire et qui nous tient et qui nous dit, bon, vous avez été vachement bon dans le top. Le top s'arrête parce que Canal, les accords entre Canal, Europe 1, Télé 7 changent. Donc c'est Canal qui va diffuser 100% du top. Mais je vous lâche pas, vous avez fait vos preuves. L'émission que vous vouliez faire, qui est le pendant de Montparnasse Graffiti... On y réfléchit. On y réfléchit et on va la faire ensemble. Et on l'a créée quelques mois après. C'était l'ouverture des Enfants du Rock. Tous les samedis soirs, ça durait un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité. Blanc-Francard, pendant ce temps-là, si tu veux, il amassait des documents. Voilà. Il avait besoin de documents pour pouvoir faire une émission avec des titres nostalgiques, des titres d'avant, pour que ça ne coûte pas cher à la production. Il y avait beaucoup d'émissions à France 2, si tu te souviens bien, à Antenne 2 à l'époque, dont ils avaient encore les droits pendant quelques mois. Et ces émissions-là, on avait le droit de prendre les éléments et changer de présentation. Johnny Hallyday en avait fait, par exemple, présenté aux Enfants du Rock une émission. C'était des bouts d'émissions qui n'avaient rien à voir. Donc, il nous a proposé de faire ça. Et la vérité, il nous a dit, on va faire un essai cet été. Voilà. Ouais. Voilà. Et on a créé cette émission. Comme nous, on avait à la radio Montparnasse Graffiti, bah, nous, le graffiti nous a toujours suivis. On a dit, on va appeler l'émission Rock and Roll Graffiti. Et voilà. L'émission a démarré, ouverture des Enfants du Rock, un quart d'heure environ. Et elle a duré, celle-là, un bon petit bout de temps. Un an. Eh bien, souvenez-vous, c'était au XXe siècle. Il y avait les deux plus grands animateurs du monde. Groucho Business. Et Chico Dagno. Voilà, c'était Rock'n'Roll Graffiti, c'était les Enfants du Rock. C'était le top 50. Et alors vraiment, coucou et bravo à tous les téléspectateurs de Télémélodie. Alors là, quel travail magnifique vous faites et quel bonheur de regarder vos émissions. Et moi, je le dirais même plus, vous n'êtes pas seulement des télémélodies, mais des télémélodistes. Tu le savais, ça? Bah, oui. Ah bah bien sûr, voyons.